안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler d'un drama que j'ai beaucoup aimé et qui est très sous-coté. C'est le drama chinois de Three Body Problem, ou bien en chinois Santi, qui est un drama de 30 épisodes spécial Tencent et qui date de 2023. Alors je sais pas si vous connaissez un petit peu les œuvres de Three Body, du coup Three Body Problem en fait c'est issu d'un roman extrêmement connu et extrêmement populaire écrit par Liu Cixin, Liu-Cixin, Xin, voilà. En fait, en tout, le livre, il y en a trois. Il y a Three Body Problem, Dark Forest, Immortality Ends, je crois que c'est en anglais, donc la mort immortelle. Ça, ce sont les trois œuvres, justement, de la trilogie. Et du coup, ce drama-là, en fait, correspond au livre numéro 1, du coup, Three Body Problem. Et normalement, il devrait y avoir les autres saisons qui devraient être adaptées dans le futur. Pour le moment, en tout cas, Three Body Problem a eu un énorme succès. La première saison, du coup, a eu un très grand succès. Il y a de fortes chances pour que le livre 2 et le livre 3 soient adaptés. Donc, on attend, mais en tout cas, là, déjà, je vais vous parler de la première saison. Petite info aussi qui peut peut-être vous intéresser, Netflix a décidé d'adapter aux États-Unis Three Body Problem. Bon, franchement, est-ce que vous avez beaucoup d'espoir en cette adaptation? Moi, je ne pense pas parce que déjà, ça parle de l'histoire chinoise, en fait, ça parle de la révolution culturelle, donc je vois pas comment les États-Unis vont pouvoir adapter ça correctement, premièrement. Deuxièmement, ils ont changé énormément de personnages, ils ont enlevé des personnages, ils en ont rajouté, ils ont tout remasterisé, enfin voilà, donc alors que ici, la version chinoise est quand même assez fidèle au livre, parce que je suis en train de lire le livre. J'attends rien de cette version américaine, je pense que je la regarderai même pas, parce que bah voilà. Et voilà, et du coup, petite information aussi, je suis du coup en train de lire le livre Three Body Problem, le tome 1. Je pense sincèrement vous faire un épisode sur le livre si ça vous intéresse. Je vais trouver le temps, là je suis en train de le terminer doucement, et dès que c'est fait, vous aurez un deuxième épisode avec mon review général sans spoilers, et peut-être un petit point plus loin dans l'épisode où je vous donne les différences entre le livre et le roman. En tout cas, j'aime beaucoup le roman. Le roman a des avantages que le drama n'a pas, donc voilà, je pose ça là comme ça. Alors du coup, comment j'ai découvert le drama? Bah écoutez, c'est un drama qui a été assez populaire, il est tombé en début d'année 2023, avec d'autres dramas comme Xiaoding Goxiang, The Blood of Youth, Sterile Love, il est tombé aussi en même temps que The Knockout. Ouais, il est tombé en même temps que The Knockout. The Knockout, c'est actuellement le drama le plus populaire en Chine. Il n'y a pas longtemps, je vous avais dit que c'était Tanlanjue Love Between Fairy and Devil qui était le drama le plus populaire sur la plateforme d'Aichi, le drama le plus regardé de l'histoire de l'entreprise Aichi. Et bah là, The Knockout a détrôné Love Between Fairy and Devil, fallait quand même le faire parce que Love Between Fairy and Devil avait déjà pété les scores, c'était déjà des records assez impressionnants. The Knockout a battu ce record-là, donc c'est le drama le plus regardé sur la plateforme Aichi de tous les temps. Et c'est un drama extrêmement populaire. Alors moi j'ai commencé, je suis pas encore tout à fait dedans, mais je commence à me mettre dedans, faudrait que je continue, mais il y a quand même 40 épisodes, donc voilà. Le nom chinois si jamais c'est Quanbiao. Ouais, donc voilà, il est sorti malheureusement en même temps que The Knockout, et The Knockout, c'est vrai qu'il a vraiment eu le spotlight durant la période, justement, premier trimestre de 2023. Il a vraiment eu toutes les attentions, donc c'est vrai que Three Body Problem est arrivé exactement au même moment, donc c'était un peu compliqué pour lui, mais quand même, il a été assez populaire. Il a vraiment eu des très bons retours, vraiment très appréciés, donc c'est pour ça que j'en parle, et puis parce que vraiment, je trouve que c'est un très bon drama, donc je voulais vraiment vous en parler, même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent qui ne vont pas apprécier le drama, sans doute. Je veux quand même en parler parce que c'est vraiment un très bon drama. Alors, petit point aussi, c'est un drama qui parle de science-fiction. Mais je crois que de ma vie, c'est une œuvre, je mets tout là, je mets romans, séries confondues, films, ce que vous voulez. Je pense que c'est l'œuvre qui est la plus pointue sur la science-fiction que j'ai pu voir de ma vie. Vraiment, c'est très pointu sur la physique, sur le sens de la vie, la science. Enfin, pas le sens de la vie, mais du coup, la science, est-ce que la science existe? Quelle est la signification de la science par rapport à nous? Est-ce que la science existe vraiment? Est-ce que notre réalité existe? Et si elle n'existe pas, alors qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y a des formes de vie autres dans l'univers? Est-ce que la science, si elle n'existe pas, qu'est-ce que c'est? Voilà, plein de questions comme ça qui te donnent un peu mal à la tête au début, mais franchement qui sont vraiment très satisfaisantes à regarder. Donc voilà. Je vais vous donner juste les 3 acteurs principaux, je pense même les 4, allez soyons fous. En acteur principal, nous avons Edward Zhang. Alors je vais regarder son vrai nom parce que ça du coup c'est un nom américanisé. Ah, Liu Yi, ok. Liu Yi Zhang, ok, il s'appelle Zhang Liu Yi. Alors moi je le connais pas trop, mais alors je regarde un petit peu le drama qu'il a fait si vous voulez, pour vous donner une idée. Alors il a joué dans Perfect Couple, Beauty from Heart, Qing Dynasty Epic. Je crois que c'était vraiment mon premier drama avec lui. Et du coup, Zhang Liyi, il va jouer le rôle de Wang Miao dans le drama. Voilà, pour ceux qui ont lu le roman, déjà vous voyez un petit peu. Ensuite, nous avons Yu Hewei. Yu Hewei, pareil, je le connais pas. Les acteurs que je vais vous donner là, c'est pas des idoles, d'accord? C'est pas les acteurs que vous avez l'habitude d'avoir en Chine. C'est vraiment des vétérans, des acteurs vraiment plutôt vieux, dans leur trentaine, quarantaine, voire cinquantaine même. Donc voilà. Alors bon, du coup, pour Yu Hewei, il a joué dans quoi? I Am Police, The Ideal City. Eh ben, je le remets pas dans The Ideal City. Je l'ai vu le drama d'ailleurs. Je le remets pas dedans, mais je veux bien le croire. Et lui, du coup, il va jouer le rôle de She Qiang. Ensuite, nous avons Tianjin.
Elle a joué dans pas mal de dramas, c'est une actrice aussi assez vétéran. Elle a joué dans Hutong, qui était un drama de 2022, People's Property, Dear My Young Street, Living Toward the Sun. Bon, elle a fait énormément de dramas. Et du coup, elle va jouer le rôle de Yevenjie, adulte. Et nous avons Wang Zewon. Elle a joué dans Healer of Children. Elle a fait pas mal de dramas aussi, elle est assez connue. Et elle, pour le coup, elle va jouer le rôle de Yeonjae jeune. Voilà, donc vous avez la version adulte et la version jeune. C'est à peu près tout, je vais pas vous donner tous les acteurs parce que de toute façon, il y en a quand même pas mal, c'est un gros casting. Mais de toute façon, si vous avez l'habitude de regarder des dramas chinois, il y a quand même quelques têtes que vous allez reconnaître en mode ah oui, lui je l'ai vu, machin machin. Le plus important du coup, c'est Wang Miao et She Xiang du coup, qui sont joués par les deux acteurs que je vous ai donnés précédemment. Alors je sais qu'il y en a qui ont lu le roman et qui vont dire She Xiang, je ne suis pas très convaincue par rapport à l'adaptation du roman, mais en fait, je vous promets, ça passe super bien. Même si l'acteur est très différent de comment le roman nous le décrit, franchement, ça passe de ouf. Je n'ai pas précisé aussi, mais si jamais le drama est disponible sur la plateforme Tencent et aussi sur la plateforme Viki pour ceux que ça intéresse. Ok, alors du coup, de quoi parle The Three Body Problem? Alors, je vais la faire rapide parce que c'est extrêmement compliqué, c'est assez pointu. C'est pas extrêmement compliqué, mais il faut quand même s'accrocher pour l'histoire et j'ai un petit peu la tête en pagaille, donc je vais essayer de rester simple. On apprend au début du drama qu'une vague de suicides assez étrange a lieu dans le monde entier auprès uniquement de scientifiques. Ouais, c'est un petit peu bizarre. On nous explique en fait qu'il y a plein de scientifiques qui se suicident les uns après les autres. On ne sait pas vraiment pourquoi. D'un coup comme ça, ils se suicident. Et très souvent, ils laissent la même note. La science n'existe plus. Et en gros, le drama va commencer avec notre premier suicide, du coup, entre guillemets, d'une scientifique chinoise qui, avant de se tuer, va laisser une note en disant la science n'existe plus. Enfin, la physique, plus particulièrement, n'existe plus. Et à partir de là, justement, du coup, la Chine va être en alerte et ils vont décider justement d'ouvrir une espèce d'enquête un peu à l'international avec d'autres pays, en partenariat avec d'autres pays aussi qui sont touchés par ce suicide de scientifique-là. Et justement, au début du drama, notre personnage de Wang Miao, notre personnage principal, va se retrouver mêlé à cette enquête-là car il est un scientifique, du coup, spécialisé dans les nanotechnologies. Et justement, l'organisation un petit peu secrète de policiers qui va le convoquer, donc qui est composée principalement de She Xiang, qui est un policier, mais aussi du chef, entre guillemets, qui s'appelle Chang Wei-se. Ces deux personnages-là vont essayer en fait de convaincre Wang Miao d'infiltrer sous couverture une organisation de scientifiques qui s'appelle la Frontière Scientifique, je crois que c'est ça, l'organisation de la Frontière Scientifique, qui est en gros une organisation qui regroupe en fait tous les scientifiques du monde entier pour justement partager des connaissances, partager du savoir. Sauf ce qu'on sait en fait, c'est que cette mystérieuse association de scientifiques, en fait cette organisation-là nous explique que toutes les personnes qui se sont suicidées, tous les scientifiques qui se sont suicidés appartenaient à cette organisation-là et qu'en fait cette organisation-là, elle aurait peut-être une implication dans les suicides ou en tout cas elle a un lien avec ces suicides-là parce qu'à chaque fois qu'un scientifique s'est suicidé, juste avant de se suicider, il a rencontré une des leaders de cette association de scientifiques-là. Donc au début, Wang Miao va être un petit peu réticent et on va dire pour certaines raisons, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais il va se passer quelque chose, il va y avoir un événement déclencheur et à partir de là, Wang Miao il va se trouver forcé, entre guillemets, un petit peu contre son gré quand même, à justement essayer de découvrir la vérité, à enquêter avec She Xiang et justement essayer de découvrir qui est derrière cette vague de suicides-là, pourquoi les gens se suicident, pourquoi les gens disent tout le temps la même chose et quelle est l'implication justement de cette organisation scientifique qui est assez étrange et qui ressemble un petit peu à une secte. Voilà, je n'en dirai pas plus, je vais vous laisser là. Et tout ça va se placer bien évidemment dans le milieu scientifique avec la question justement est-ce que la physique existe, est-ce qu'elle n'existe pas, jusqu'où va le progrès scientifique au final, est-ce que notre quête de recherche par rapport à la science est infinie, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas de limite, il n'y a pas de limite prédisposée aux connaissances auxquelles on pourrait accéder dans X temps par exemple, ou est-ce qu'au contraire il y aurait une sorte de frontière et au bout d'un moment après X découvertes scientifiques, il y aurait un moment où on va se buter face à une frontière en fait où on ne pourra pas aller plus loin, est-ce qu'il y a une limite en fait aux connaissances qu'on peut avoir? Voilà, c'est ça la question principale aussi du drama qui va être abordé. Donc voilà, drama très très bien, donc qui va mélanger crime enquête d'un côté avec science-fiction de l'autre côté, tout ce qui est, je vais pas aller trop loin, mais l'univers, est-ce qu'on est les seuls dans l'univers? Est-ce que nous sommes les seuls dans l'univers? Et ce genre de choses. Donc voilà, je vais pas aller trop loin, je vais vous laisser là en espérant que la magie du montage soit efficace et que je sois assez claire et que je vous ai pas découragé de regarder le drama. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du drama sans spoilers? Du coup, point positif et point négatif. J'ai oublié de préciser, mais si jamais cet épisode sera un épisode hybride, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un premier temps, je vais vous parler du drama sans spoilers, et dans un deuxième temps, je vais commencer à vous donner quelques spoilers parce que j'ai quand même pas mal de petites choses à vous dire, et je voulais vraiment faire un épisode en deux. Donc voilà, c'est un épisode hybride pour ceux que ça intéresse. Je n'ai pas précisé dans le synopsis, mais je vais quand même vous le dire ici. Si jamais le drama va alterner entre deux grandes périodes, le drama va alterner entre notre ère moderne, donc là le drama se place en 2010 si je ne dis pas de bêtises, et ça va alterner avec la révolution culturelle en Chine, donc les années 50-60. Pour ceux que ça intéresse, donc on va balancer entre ces deux périodes-là.
même si c'est quand même majoritairement l'ère moderne, on est dans les années 2010 et des poussières, c'est majoritairement dans cette période-là, mais il y a quelques retours dans le temps à certains moments qui vont durer quelques épisodes qui se passeront durant la révolution culturelle. Voilà, voilà. Alors aussi, autre disclaimer avant qu'on commence, avant que je commence à vous donner mon avis. Alors c'est vrai que le drama est assez pointu, c'est vrai que ça peut faire peur au début, on se dit oulala, qu'est-ce qui se passe et tout, c'est vrai que ça prend du temps, ça met les bases et ça peut paraître un petit peu pointu, un petit peu compliqué, un petit peu théorique même, mais je vous promets vraiment que si vous continuez, ça va aller de mieux en mieux. Bien évidemment, le drama a des défauts, dont je parlerai juste après, mais franchement c'est un très très bon drama, alors ne soyez pas découragés, si vous aimez bien tout ce qui est science-fiction, vraiment allez-y, ça vaut la peine, même si le début est un petit peu compliqué, un petit peu déroutant, je vous promets que si vous continuez, ça va vraiment être très très satisfaisant. Alors, mes points positifs, qu'est-ce que j'ai pensé du drama sans spoilers? Écoutez, j'ai bien aimé déjà l'ambiance du drama. C'est vrai que c'est une ambiance un peu spéciale, c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir en Chine. C'est vrai que la Chine, on va dire que c'est pas son domaine de prédilection, la science-fiction, hein, on va être honnête, même l'Asie en fait. C'est pas leur domaine de prédilection, la science-fiction. J'avoue que là, franchement, très très bon drama, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est de la science-fiction, mais c'est pas poussé non plus dans des choses un peu bizarres et tout. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça reste vraiment dans le cohérent, on va dire. C'est pas du tout gênant en mode oulala, non, là c'est too much, les effets spéciaux sont mauvais, ou bien non, là j'y crois plus. Non, non. Ça te sort pas de l'histoire, c'est vraiment, je trouve que ça reste assez terre à terre quand même, même si ça traite de thèmes assez lointains, on va dire ça comme ça, assez abstraits, on va dire ça comme ça. Je trouve vraiment que l'ambiance générale, la qualité générale et tout, franchement, c'est vraiment pépite. J'ai énormément aimé l'ambiance qui est un peu étrange, un peu bizarre, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé l'OST, l'OST est pépite, hein. Franchement, l'OST est incroyable, vraiment, gros point positif pour l'OST qui est juste top. J'ai lu le livre, du coup j'ai commencé, je suis au chapitre 15 je crois, je suis à peu près à la moitié. Très très fidèle d'ailleurs, j'en parlerai après dans les points négatifs, j'ai un petit point négatif à donner après. Fidèle, mais c'est vrai qu'au niveau de la chronologie et la manière dont c'est raconté, c'est différent entre le roman et le drama. C'est pas raconté de la même manière au niveau de la chronologie, et je pense, je peux vous le dire ici, je pense que je préfère la manière dont est racontée l'histoire dans le livre. Je trouve que dans le livre, il y a moins de longueur, ça va directement droit au but et il n'y a pas vraiment de surplus en fait. C'est vraiment straight to the point. Alors que le drama, je trouve qu'il tourne un peu, ça rame un peu, ça prend plus le temps. On va dire que c'est plus lent le drama. Pour ceux qui ont lu le roman, si jamais, sachez que le drama n'est pas raconté tout à fait de la même manière, mais sinon le reste est fidèle. Il y a juste une plomb. J'ai juste remarqué une seule grosse différence entre le livre et le roman. Je suis au chapitre 15, c'est tout pour le moment, donc voilà. J'ai bien aimé aussi l'amitié entre les deux personnages principaux, du coup Miao et Shetiang, qui était très très mal barré, on va pas se mentir, c'était vraiment très mal barré, mais j'ai beaucoup aimé leur amitié, j'ai beaucoup aimé le drama en règle générale, je trouve que c'est quand même, malgré le fait qu'il y a des défauts, comme je vous l'ai dit avant, que je vais traiter juste après, je trouve quand même que c'est bien raconté, que c'est intéressant, même si t'as des défauts, que t'as des trucs, voilà, même si j'ai des choses à redire, j'avais quand même envie de regarder le drama, et j'avais quand même envie de voir jusqu'où ça allait aller en fait, donc voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé le drama. Alors, quelques points négatifs. Alors, mon premier point négatif, je trouve en fait que le drama est un petit peu long. En tout cas, la manière dont c'est raconté, je trouve que c'est pas aussi bien raconté que dans le livre. Le livre, vraiment, c'est on perd pas de temps. C'est tac, 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 tac. Vraiment, c'est on y va, on y va, on y va, on y va. Il n'y a pas vraiment de moments de lenteur, de moments où ça plane. Le drama, je trouve que ça plane un peu plus, ça prend plus le temps. Il y a des moments où tu te dis, bon, c'est pas nécessaire. Et en fait, un autre problème aussi, je trouve qu'il laisse trop planer un suspense qu'il n'y a pas. Dans le sens où vous regardez le premier et deuxième épisode, vous vous doutez tout de suite de quoi ça va parler, que ça va parler de vie extraterrestre ou d'intelligence et tout qui existe hors être humain. Vous le savez dès le premier épisode, vous sentez que ça va orienter là-dessus. Et ce qui m'énerve un peu, c'est qu'il faut attendre les 20 premiers épisodes pour que vraiment on ose dire les choses comme elles le sont, alors que allez, je vais être gentil, dès les 5 premiers épisodes, vous le savez déjà en fait. Et je trouve vraiment qu'il y a une espèce de suspense qui est maintenu, mais qui n'a pas lieu d'être en fait, parce que tu te doutes des choses. Ils font un peu une montagne de choses qui n'en sont pas. Donc voilà, ça c'était un petit point négatif, j'ai l'impression peut-être que ça prenait trop de temps et qu'on perdait trop de temps sur des choses pas importantes au lieu d'aller droit au but. C'est pour ça que je disais que je préfère le livre pour le pacing, du coup le rythme, je trouve que c'est mieux raconté quand même dans le livre, c'est plus rapide, c'est plus satisfaisant, on va dire ça comme ça. Mais le drama est très très bien, hein, attention, le drama est très très bien, hein. Mais à comparer, j'avoue que cette manière dont c'est raconté, voilà. Il y a aussi la chronologie qui est différente, et justement par rapport à la chronologie, moi j'avoue que dans le drama, la partie historique, je l'ai vraiment pas aimée, alors qu'elle est super importante, mais j'avoue que la partie historique dans le drama, je l'ai vraiment pas aimée quoi. Vraiment, j'étais en mode bon allez, vas-y là, venons-en en fait, ça fait 4 épisodes qu'on est dessus, est-ce qu'on peut avancer, vous voyez. Et en fait, maintenant que j'ai lu le livre, alors j'ai plusieurs choses à dire. Premièrement, j'ai beaucoup aimé comment c'est raconté dans le livre, j'ai vraiment beaucoup aimé la version historique dans le livre, et dans un sens je me dis c'est pas si mal que j'ai regardé le drama et qu'ils aient fait ce qu'ils ont fait dans le drama, parce qu'en fait au moins quand je lis le livre, parce que j'ai déjà vu le drama et après j'ai lu le livre, bah quand je lis le livre, et bah j'ai toutes les images du drama en tête en fait. Donc je me dis finalement c'est pas si mal dans un sens qu'ils se soient attardés sur des détails, parce que du coup je suis mieux immergée dans le livre quand je le lis, je vois les scènes qui reviennent du drama et tout, et j'arrive mieux à resituer. Donc dans un sens c'est un point positif et un négatif, mais en termes d'immersion et d'affect, j'ai vraiment préféré la manière dont c'est raconté dans le livre plutôt que dans le drama.
Mais après, dans le drama, ça vous donne vraiment le visuel, quoi. L'avantage, c'est ça. Voilà. Je crois que c'est tout pour mes points négatifs. J'ai pas vraiment de points négatifs, mis à part ces deux choses-là. C'est plus parce que je suis exigeante, mais j'en parlerai un peu plus dans la version longue. Mais non, franchement, très très bon drama. Moi, j'ai été très agréablement surprise. En fait, quand je l'ai commencé, j'attendais rien. Mais on m'en avait tellement parlé, j'en avais tellement entendu parler, je me suis dit, bon, vas-y, on commence parce que ça peut pas être mauvais. Si y a tant de gens qui en parlent, c'est quand même pour une raison. Enfin, ça peut pas être comme ça, sorti de nulle part. Mais franchement, j'ai été... même s'il y a des fois où vraiment j'ai été au bout, ça m'énervait, ça me challengeait un peu mentalement, j'étais en mode, bon, est-ce que je continue? Je continue pas. J'ai toujours continué et je suis très contente d'avoir continué parce que franchement, l'histoire est vraiment très très bonne, au point où j'ai carrément envie de lire le roman, ce qui est quand même assez rare, soit dit en passant. Aussi, petite information, quand je dis je lis le roman, en fait, c'est pas tout à fait juste de dire que je lis le roman, j'écoute un audiobook du roman. Alors moi, je l'écoute en anglais et j'en ai trouvé un gratuitement si ça vous intéresse, alors attendez. Ça s'appelle archive.org, donc c'est un site américain je crois si je ne dis pas de bêtises. Et si vous tapez threebodyproblemarchive.org, vous allez retrouver un audiobook gratuit que vous pouvez directement écouter sur la plateforme. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui sont à l'aise en anglais, je vous encourage à l'écouter. Enfin en fait, pourquoi j'ai pas acheté le livre? Je pouvais les acheter parce que déjà, si jamais les livres existent en français, pour ceux que ça intéresse, c'est la traduction française et la traduction anglaise. J'ai pas acheté les livres parce que je me suis dit je vais les lire une seule fois et après ils vont rester dans mon étagère et prendre la poussière. Donc je me suis dit autant écouter l'audiobook quand je me promène ou quand je fais rien de spécial, je suis dans mon lit. C'est pour ça que j'ai lu l'audiobook. Donc l'audiobook français, je suis pas sûre, faudrait vérifier et je suis pas sûre qu'il soit gratuit. Voilà, mais petite information pour ceux que ça intéresse et qui voudraient s'intéresser au livre. Moi je vous recommanderais peut-être déjà de regarder le drama et après lire le livre peut-être. En fait vous pouvez faire dans les deux sens, c'est ça, c'est égal en fait. Mais moi j'ai bien aimé avoir vu le drama en premier parce que comme ça j'ai les visages directement quand j'ai le livre. C'est beaucoup plus fluide je pense à la compréhension quand on commence par le drama. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommanderais le drama? Alors oui, je le recommande bien évidemment, mais je sais qu'il y en a beaucoup avec qui ça va pas passer. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas aimer ce drama-là, parce que tout le monde n'est pas fan de science-fiction. Mais je le recommanderais pour ceux qui aiment beaucoup la science-fiction ou qui sont ouverts à la science-fiction. C'est-à-dire qui ne regardent pas forcément tout le temps de la science-fiction, mais qui sont pas contre se faire un petit drama de science-fiction. Pour ceux aussi qui ont lu le livre, pour avoir un petit peu un contraste entre les deux et comparer, je vous recommande vraiment le drama parce que le drama est quand même très très bien fait, quand même assez fidèle au livre. Dans les faits, il est fidèle à 99% au livre, et c'est juste dans la manière dont c'est raconté que c'est pas tout à fait le même ordre. Et je le recommanderais tout simplement parce que c'est un très très bon drama chinois de très très bonne qualité. Après, il faut juste être patient, il faut juste s'accrocher. Accrochez-vous peut-être les 5 premiers épisodes, j'en parlerai de toute façon après dans la version longue. Mais voilà, il faut juste s'accrocher. Mais franchement, c'est un super bon drama pour les amateurs de science-fiction et tout, c'est vraiment pépite. Et du coup, alors, si je devais donner une note sur 20 à Three Body Problem, combien est-ce que je le mettrais sur 20? Du coup, si je devais donner une note à Three Body Problem, combien est-ce que je lui mettrais sur 20? Je lui mettrais 16,5 sur 20. Voilà. J'ai beaucoup aimé, franchement, très très bon drama. C'est un drama dont je vais me souvenir pendant un long moment. Il est tellement particulier, tellement différent de ce que vous avez l'habitude de voir en Chine que vous pouvez pas l'oublier. En fait, il est vraiment particulier. C'est vraiment un ovni, sans mauvais jeu de mots. Mais vraiment très très bon drama que je vous recommande à 200%, que je vous recommande vraiment vivement si vous avez un peu de temps devant vous. 30 épisodes de 45 minutes, donc voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout du coup pour ma version sans spoilers, pour ceux qui n'ont pas encore vu le drama et qui ne veulent pas être spoilés. Donc on va s'arrêter là pour nous. Si vous avez vu le drama ou que vous voulez être spoilé, on va directement commencer tout de suite avec la version avec spoilers. Alors dans cette version-là, je vais vous parler des personnages, des scènes, de mon avis général avec spoilers et peut-être un point sur les musiques, même si j'ai quand même bien entamé dans la partie précédente. Commençons directement avec les personnages. Alors c'est vrai que j'avais entendu en fait que l'écrivain en fait de l'histoire principale, de l'histoire originale, en fait j'avais entendu que c'était un écrivain en fait qui n'accorde pas énormément d'importance à ses personnages, qui se fout de ses personnages et qui les utilise plus comme des outils à l'histoire et qui les jette et qui les considère un petit peu comme interchangeables et qu'il n'a pas vraiment d'affect pour eux et qu'il n'a pas de remords à les faire mourir à droite à gauche. Ou voilà, j'avais entendu ça. Et c'est vrai que ça se ressent un petit peu dans l'histoire, dans le sens, je m'explique, où en fait dans ce drama-là, t'as pas vraiment de personnages principaux préférés. Il n'y a pas vraiment un personnage vraiment où tu vas dire «Oh, je l'adore, c'est mon chouchou», comme par exemple, je sais pas, n'importe quelle histoire que vous pouvez prendre. Je trouve qu'il y a une certaine barrière, il y a une certaine indifférence quand même que tu as en regardant le drama, en tout cas pour moi, par rapport aux personnages. Alors, je les aime beaucoup, mais par exemple, Wang Miao, j'ai aucun affect pour lui. Même si, voilà, il va beaucoup galérer dans le drama, il a beaucoup de problèmes et tout, j'ai pas d'affect pour lui en fait. Et même s'il meurt, bah ça me fera rien. Le seul à la limite qui serait mon soft spot, j'ai envie de dire, c'est She Chang. J'avoue, le côté un peu rustre, brut, mais en fait adorable, j'ai bien aimé, j'avoue. Enfin, au début, c'est vrai que c'était un peu en mode, oh, il est lourd. Hein. Mais vers la fin, vraiment, j'ai commencé à l'apprécier. D'ailleurs, sur une en passant, il est très différent du roman, parce que dans le roman, il est censé être extrêmement baraqué, musclé, très grand. Là, c'est quand même tout l'inverse. Mais je trouve qu'il a très très bien joué, à mon avis, pour moi, il a très bien joué le personnage, parce que même s'il a pas le physique, il a clairement l'aura et le caractère, en fait, la manière de se comporter est vraiment très similaire à celle du roman. Donc même si le physique n'est pas tout à fait similaire, je trouve que l'idée générale est vraiment très
très similaires. Voilà, première chose. Donc à la limite, j'ai envie de dire peut-être mon personnage préféré, ce serait Che-Chiang, mais vraiment à la fin, quoi. Parce que le début, j'avais juste envie de le claquer. Franchement, au début, il était fatigant. Au début, il était vraiment lourd, hein. Mais je pense à partir du moment où je l'ai apprécié, c'est le moment où justement où Wang Miao, il va prendre, vous savez, cette espèce de casque là où il va voir le monde clignoter. Et que Che-Chiang va l'amener manger et qui va justement essayer de lui remonter le moral en lui disant et même s'il reste je sais pas 40 jours et même si je sais pas il y a des extraterrestres et tout, franchement est-ce qu'on a vraiment le temps de se soucier de ça maintenant, il y a vraiment des choses beaucoup plus importantes à soucier, enfin voilà, il va essayer de le faire relativiser et je pense que c'est à peu près à partir de là où j'ai vraiment apprécié Che-Chiang. Donc voilà, après tes personnages que je n'ai pas aimé, j'avoue en fait que Ye Wen-jie dans le drama, j'ai pas pu la voir en fait. En fait, c'est assez drôle parce que maintenant je vais pouvoir vous faire un peu un contraste avec le roman. Dans le drama vraiment, Ye Wen-jie, on essaie de nous la montrer plutôt comme un méchant, mais pas si méchant que ça, dans le sens où, ok, elle est méchante, elle a mis en danger l'humanité, mais en fait, elle a tellement vécu d'injustice que du coup, elle s'est vengée, donc en fait, c'est un peu aussi une victime, et du coup, voilà. On essaye, dans le drama, je le sens, hein, qu'on essaie de nous mitiger un peu, de nous donner un avis un peu mitigé en mode, regardez, certes, elle est méchante, mais pas totalement. Mais dans le drama, j'ai pas réussi en fait à en phaser avec ça. J'ai pas du tout réussi à avoir de la sympathie pour elle en me disant, ouais, finalement, oui, ok, voilà, elle a fait ce qu'elle a fait, mais dans un sens, c'est vrai qu'elle a vécu beaucoup d'injustice, donc je peux essayer de comprendre. Dans le drama, ça n'a pas fonctionné, mais par contre, dans le roman, en lisant le roman, j'ai réussi vraiment à apprécier les Avengers davantage parce que dans le roman c'est beaucoup plus cru ce qui se passe en fait dans la révolution culturelle, parce que c'est vrai que là il y a quand même la censure, on peut pas dire tout ce qui s'est passé durant la révolution culturelle parce qu'il y a pas mal de choses qui sont passées qui sont officiellement pas avouées par le gouvernement, voilà, donc on peut pas tout dire, vous voyez. Déjà tout ce qui a été dit dans le drama, ça me surprend déjà que ce soit passé la censure, mais bon bref, aparté. Donc le drama est quand même assez censuré entre guillemets sur ce qui s'est passé durant la révolution culturelle dans l'œuvre originale. Dans le roman, vraiment, c'est beaucoup plus trash. On montre vraiment plus les choses de ce qui s'est passé dans l'histoire de Ye Wen-jie durant la révolution culturelle, alors que le drama, ils ont vraiment essayé de calmer le jeu en mode mollo mollo. Ils ont pas tout montré, même s'ils ont essayé de montrer par le jeu des acteurs certaines scènes. La scène où justement elle perd quand son père est sur le point de mourir là, et que je crois qu'on entend des tirs au loin, et elle hurle, elle pleure. C'est pour nous montrer qu'il se serait fait tuer et tout, mais on montre pas réellement les choses, on n'explique pas vraiment les choses parce qu'on ne peut pas à la télé montrer ça. Par contre, dans le roman, c'est vraiment très très bien expliqué. Donc, effectivement, dans le roman, j'ai réussi à plus apprécier Ye Wen-jie. En tout cas, comme justement, j'ai pu voir toutes les épreuves justement qu'elle a vécues, toutes les injustices qu'elle a vécues, j'ai pu vraiment les voir et les comprendre dans le roman. J'ai plus apprécié Ye Wen-jie dans le roman que dans le drama. Donc voilà, pour que vous ayez une petite idée. Dans le drama, c'est vrai que j'arrivais pas du tout à la comprendre. Enfin, c'est pas que j'arrivais pas à la comprendre, mais j'avais pas envie de la comprendre. En fait, je m'en fichais. En fait, je me disais non, c'est bon, elle m'a saoulée. Alors que dans le roman, c'est beaucoup plus mitigé. Ils ont réussi vraiment à apporter un petit peu ce côté mitigé pour moi qui n'a pas réussi à m'atteindre dans le drama. Voilà pour les personnages, je pense que c'est à peu près tout. Je crois pas que j'ai grand chose à dire. Alors du coup par rapport aux scènes, j'ai quelques scènes dont je voulais parler, pas beaucoup, j'en ai que 3, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur le drama, je vais m'arrêter juste à 3 scènes. Épisode 1, il y a une scène qui m'a marqué, c'est quand Wang Miao il est convoqué du coup au QG, il y a un bureau avec une espèce de squelette d'animal, je crois que c'est une baleine, non je sais plus, qui est suspendu dans les airs. D'accord, parce qu'on nous dit que le QG c'était un ancien musée, machin. Vous avez une cour centrale avec tous les bureaux au centre et vous avez des couloirs sur les côtés, ok. Et il y a une scène, Wang Miao, je crois, et She-Ting, j'ai un doute, je sais pas si c'est She-Ting ou Tang Wei-se, mais peu importe. Ils sont en train de marcher dans ce couloir-là, ils sont en train de rejoindre justement le meeting qui a lieu avec tous les hommes politiques là. Ok, ils sont en train de marcher. Et si vous les regardez marcher ensemble derrière, vous voyez en fait le sol derrière, et quand ils marchent, vous avez une espèce d'effet d'optique. Alors, je pense que c'est fait exprès à mon avis, où en fait on a l'impression qu'ils marchent sur l'eau. Vous avez genre des espèces de reflets qui donnent l'impression qu'ils marchent sur la plage, avec de l'eau qui bouge. Je vous invite à aller revoir ça. C'est tout au début du premier épisode. Et au début, je me suis dit, mais on dirait qu'ils marchent sur l'eau. Et après, je me suis dit, non, en fait, c'est pas ça, c'est le reflet en fait du sol avec la lumière. Mais je pense que c'est fait exprès, parce que je vois pas comment c'est pas fait exprès quelque chose comme ça peut pas être par hasard comme ça. Tu vois que ça en fait. En fait, t'as les deux personnages gauche-droite, et au centre, entre les deux personnages, t'as un espace. Et là, tu vois ce sol, et on dirait vraiment de l'eau. Voilà, ça m'a beaucoup marqué, je sais pas pourquoi, mais tout de suite, j'ai fait pause. Je me suis dit, oh, tiens, ok, on commence déjà. Très intéressant. Épisode 4, comme on voit le portable de She-Chiang qui est en train de téléphoner Wang Miao. Et en fait, sur son portable, on voit le surnom qu'a donné She-Chiang à Wang Miao. Et c'est marqué Wang Miao Nano Coward. C'est un jeu de mots. Wang Miao, c'est son nom. Nano Coward. Alors, nano, pour faire référence à nanotechnologie. Qu'est-ce qui travaille sur les nanotechnologies. Coward, en anglais, ça veut dire lâche, d'accord. Donc, nano coward, c'est un jeu de mots pour dire mini lâche, petit lâche. Donc, du coup, la traduction française serait Wang Miao petit lâche ou nano lâche. c'est un enfant, She-Chiang. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais She-Chiang, c'est vraiment un enfant. C'est clairement un enfant, le monsieur. J'en peux plus, le manque de respect, quoi. Nano coward. Énorme. Ah, j'adore. Et c'est un mood, hein. C'est vraiment un mood.
Ensuite, à épisode 7, j'en ai parlé juste avant, où Wang Miao, il voit le monde clignoter pour la première fois, il est au bord de devenir taré, et t'as She Xiang qui le récupère, ils mangent ensemble, machin, machin. Déjà, j'ai beaucoup aimé la scène où justement She Xiang il essaie de remonter le moral un petit peu à Wang Miao. Déjà, ça, j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la scène justement où il part après, et t'as une scène où t'as des gens qui dansent dehors, et t'as She Xiang qui commence à sortir et qui commence à danser. Il sort du restaurant, puis il commence à danser. J'ai beaucoup aimé cette scène parce que, de un, on s'y attend pas, ça détonne un peu avec le personnage, mais en même temps, non, ça détonne pas totalement quand tu réfléchis, tu te dis non, ça colle assez. Mais en fait, fun fact, c'est de l'adlib, c'est de l'improvisation totale, c'était pas prévu qu'il danse. Mais tout de suite, quand j'ai vu, je me suis dit ça, c'était pas prévu dans le script. Parce que tu le sens, tu le vois, quand il danse, tu dis ça, c'était pas prévu dans le script. Donc, ça, c'est la première scène qui a été adlib avec She Xiang. Et la deuxième scène qui est adlib, c'est une scène beaucoup plus tard, c'est vers le 28e épisode, je pense. C'est quand Wang Miao et le scientifique, le mathématicien, le mari de Yan Dong, ils sont en train de péter un câble parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont vraiment foutus, quoi, que les extraterrestres vont bientôt arriver, machin, machin. Et qu'ils commencent à faire la fête. Et t'as She Xiang qui arrive et qui monte sur le billard et qui commence à danser. Ils sont tous bourrés. Et bah, cette scène où She Xiang monte sur le billard et danse, pareil, ça c'était pas prévu dans le script, c'était pas écrit dans le script. Donc toutes les scènes en fait où She Xiang danse, c'était pas prévu. Mais surtout la scène où il commence à danser dehors dans la rue et tout ça, je me suis dit ça sent l'adlib, ça tu sens que c'était pas prévu. Voilà, c'est quelques scènes que j'ai retenues. J'ai beaucoup aimé la scène aussi avec les insectes, où ils sont avec les espèces de grillons là. Parce que les extraterrestres, au bout d'un moment, vont leur envoyer un message en disant ouais, vous êtes des insectes et tout, vous êtes que des insectes. Et c'est She Xiang, je crois, qui dit il dit ok, peut-être que pour les extraterrestres, nous sommes des insectes. Mais si tu compares les êtres humains et les insectes, il y a beaucoup plus d'écart d'évolution entre ces grillons et les humains que les humains et ces extraterrestres-là. Et c'est pas parce que ces grillons sont des insectes que ça veut dire qu'ils sont inférieurs à nous. Regarde, ça fait des siècles qu'on essaie de les dominer, d'utiliser des pesticides pour se débarrasser d'eux et on n'a jamais réussi à se débarrasser d'eux. Donc ils sont peut-être que des insectes, mais en attendant, on n'a jamais réussi à les combattre et à totalement les exterminer. Donc il n'y a pas de honte, entre guillemets, à être un insecte. Voilà, c'est ça le message général, quoi. J'ai beaucoup aimé cette scène-là aussi qui était très intéressante. Il y a plein de très très belles scènes, hein. Franchement, beaucoup de belles scènes. En plus, la musique aussi aide beaucoup. Il y a vraiment des très très jolies musiques, ça on en parlera peut-être après. Les OST d'ailleurs, si jamais sont disponibles sur Spotify, ça vous intéresse, voilà, je pose ça là. Ça a été enfin mis, vous pouvez trouver sous le nom de Full Body Problem, je pense que c'est sous le nom anglais. Alors du coup, mon avis général, ah bah écoutez, on va aller directement dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai dit avant, en fait, ce qui m'a posé un peu problème, c'est que durant les 20 premiers épisodes, on a essayé de manager le suspense, on a essayé de créer un suspense, faire planer un suspense, comme quoi il y aurait peut-être des extraterrestres. Et au 20e épisode, ouh là là, il y a des extraterrestres, waouh, j'ai peur, ouh, je m'y attendais pas. Ça m'a un peu énervé parce que j'avais l'impression en fait qu'on nous prenait pour des débiles. C'est ça qui m'énerve un petit peu, qui m'a énervé pendant les 20 premiers épisodes, c'est-à-dire que tu sais que c'est ça en fait, tu t'en doutes, mais ils mettent 20 épisodes à te le dire ouvertement, sans voilà, pas à demi-mot ou en chuchotant, mais vraiment, oui, il y a des extraterrestres, oui, il y a une forme alternative, il y a une autre forme de vie, et je trouve ça assez agaçant qu'on attende 20 épisodes pour nous le dire. Vraiment, ils faisaient une montagne de choses qui n'étaient pas si impressionnantes que ça. Je veux dire, nous, on le sait, tu vois. Je sais pas. Je trouve que vraiment, ils font une montagne de choses qui sont pas si. Voilà, quoi. On est au courant. Enfin, ça fait longtemps que la question, elle est posée sur la table. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui sort d'hier, quoi. Vraiment, ça fait des années. Depuis la zone 51, il y a des questions qui se posent sur vie extraterrestre et autres. Donc, ça fait depuis les années 50, 50, 60. Je veux dire, on découvre rien, tu vois. Moi, je sais pas. Je trouve que vraiment, ils jouaient les surpris alors qu'il n'y avait pas lieu d'être surpris. Donc, ça m'a un peu agacé. Ça, vraiment, ça, je dois vous l'avouer. La partie historique, comme je vous l'ai dit, franchement, j'ai pas aimé dans le drama, même si je l'ai beaucoup aimé dans le roman. Dans le drama, je sais pas, je trouve que c'était trop long, ça m'intéressait pas, mais en fait, ça. Après, tu comprends en fait que ça a une réelle importance parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé dans les années 50, enfin, dans la révolution culturelle, qui est la cause en fait de tout ce qui se passe dans la vie moderne. Donc, en fait, c'est la cause et la conséquence. Donc, finalement, tu te dis, oui, en fait, c'était nécessaire. L'histoire, c'est très important, c'est une composante très importante de l'histoire, mais ça n'a pas été très bien amené à mon sens. En fait, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on commence peut-être les 10 premiers épisodes dans l'ère moderne. Et au 11e, allez hop, on part dans les années 50 et on revient au 16e dans les années 2000. C'est ça qui m'a énervé. Je me suis dit pourquoi ne pas directement commencer par déjà les années 50, par une partie des années 50, revenir dans les années 2000 et après, quand on a besoin de repartir dans les années 50, on repart. Mais déjà nous introduire dès le début chronologiquement les choses, vous voyez. Je sais pas si ça fait sens, mais voilà. Après, il y a eu toute cette question que je me suis posée dès le début et j'ai vu juste, c'était sur la tour de Babel. C'est vrai que dès l'épisode 3, je me suis dit, ah, est-ce que finalement tout ça ne serait pas une référence à la tour de Babel? Alors pour ceux qui ne connaissent pas la tour de Babel, je vais la faire rapide. En fait, la tour de Babel, c'est un mythe, entre guillemets, qui raconte en fait en gros que les êtres humains en fait, voulaient créer une tour assez haute pour pouvoir atteindre Dieu. Et comme il n'a pas du tout aimé l'idée que les êtres humains aient l'audace de vouloir l'atteindre et de vouloir être à sa hauteur, il a décidé de détruire la tour. Et le truc qui est drôle là-dedans, c'est qu'en plus de détruire la tour, il a décidé de créer des langues, d'accord, différentes langues, pour empêcher justement les êtres humains de se comprendre et du coup les empêcher de recréer cette tour à nouveau. Donc voilà, donc ce serait de là d'où vient justement l'existence des langues. Donc avant la tour de Babel, visiblement tout le monde parlait la même langue et après la tour de Babel, bah justement pour empêcher que les êtres humains puissent à nouveau recréer cette tour-là et s'entendre et créer cette tour-là, il a décidé de créer les langues pour diviser les êtres humains et voilà.
et ça m'a fait passer la tour de Babel, parce qu'il y a toute cette question de, on fait des recherches scientifiques et au bout d'un moment, on a un mur avec lequel on peut pas vraiment passer et on est bloqué à un certain moment, une sorte de frontière, vous voyez. Et c'est la réelle question justement que je me suis posée à un moment. Je me suis dit, est-ce que finalement cette question de le mur, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un derrière qui essaye justement d'empêcher les êtres humains d'avoir un certain degré de compétence et de connaissance? Et du coup, ça ressemble beaucoup à la tour de Babel. Donc effectivement, je crois qu'après, dans l'épisode, je sais plus, je crois vers 18 et des poussières, je crois, Yevenje, adulte, enfin plutôt âgé, en parle et fait référence justement à la tour de Babel. Voilà, ça c'était un petit point que je voulais faire. Alors, je trouve par contre que, vous voyez, à la fin de cet épisode 30, du coup, il y a encore beaucoup trop de choses qui ne sont pas répondues. Par exemple, le moment où, du coup, c'est Chen Yufei. Chen Yufei, c'est la fille là, qui est à la tête de l'organisation de la frontière. Là. C'est celle justement avec qui Wang Miao va discuter pendant une longue partie du drama et essayer de découvrir justement quelle est son importance dans tout ça, est-ce qu'elle est derrière les suicides et tout. C'est la scène où Wang Miao il donne un espèce de challenge à Yufei en disant bah écoutez, alors si vous existez vraiment, si c'est vraiment des extraterrestres machin truc, alors vous devez faire clignoter le monde, montrez-moi un signe qui ne peut pas être réfutable et que voilà, je suis obligée de croire à ce que vous me dites. Du coup, elle va dire ok, bah est-ce que vous êtes disponible tel jour? Alors ok, alors à tel jour, entre minuit et 5h du matin, le monde va clignoter pour vous. Et en fait, dans cette scène-là, tu vois Chen Yufei sur son ordinateur, là en train de taper comme si elle était en train de demander des informations, récupérer des informations. Comment ils ont fait clignoter le monde? Parce que je repose quand même. On nous explique vers la milieu-fin du drama, Yevenje et Chen Yufei nous expliquent que ça fait des années qu'elles n'ont plus de contact avec les Trisolariens. Je crois que c'est ça leur nom, les extraterrestres là. Elles n'ont plus de contact avec les Trisolariens depuis 10 à 15 ans et que voilà, c'est le groupe antagoniste là. Non, c'est survivaliste, rédemptionniste et je sais plus le troisième groupe, le groupe le plus extrême là. Que c'est l'autre groupe un peu extrême qui a justement contact avec les Trisolariens et que elles, ça fait 10 ans, 15 ans qu'elles n'ont plus du tout accès à eux, qu'elles ne discutent pas avec eux. Et du coup, je me dis, d'accord, donc, alors comment elle a pu leur demander de faire clignoter le monde? Parce que le monde n'était pas censé clignoter. Donc forcément, on nous explique au début quand ça se passe que c'est pas quelque chose qui arrive. Ça doit jamais arriver, il n'y a pas de raison que ça arrive. Donc ça veut dire que ça a été provoqué par la main de quelqu'un ou par la science de quelqu'un ou de quelque chose. On voit quand elle est en train de lui dire, il est en train de lui poser le challenge, on voit qu'elle est en train de taper sur son ordinateur comme si elle était soit en train de chercher des dossiers dans un emploi du temps, dans un calendrier, soit demander une autorisation. Mais à qui? En sachant que Chen Yufei, elle n'est pas censée pouvoir le faire, puisqu'elle est humaine, et qu'elle n'a plus contact avec les Trisolariens. Et les seuls capables de faire clignoter le monde, ce sont les Trisolariens. You know what I mean? Vous voyez où il y a un problème, ça matche pas. Voilà, sa première question, je me suis demandé déjà, parce que ça n'est pas expliqué du début à la fin. Deuxième question que j'ai tout de suite remarqué, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. La question des fourmis. Bah ouais, on a tendance à les oublier ces fourmis, mais elles sont quand même quasiment dans chaque épisode. Que ce soit Tian Yufei qui regarde par la fenêtre et puis t'as une petite fourmi qui grimpe justement. T'as très souvent des scènes de reflets avec un être humain d'un côté, avec un humain d'un côté avec son reflet, et une fourmi de l'autre côté de la glace qui marche comme une sorte de frontière qui aurait entre les êtres humains et eux, cette frontière un peu invisible, donc ça ferait référence justement à ce qu'auraient fait les Trisolariens pour empêcher les êtres humains de les atteindre du coup, avec ces particules qu'ils auraient envoyées sur Terre pour les empêcher de faire des progrès scientifiques. Mais la question finalement de la fourmi, alors, qui sont les fourmis? Est-ce que c'est bien eux? Parce que moi je me suis demandé justement si c'était pas eux en fait, qui étaient déjà intégrés sur Terre. Deux solutions. Soit c'est eux, ou une forme d'eux, ou deuxième solution, les fourmis en fait sont des sortes de nanotechnologies parce qu'ils sont très avancés dans les nanotechnologies et on comprend qu'ils veulent tout faire pour que les humains n'apprennent pas n'arrivent pas justement à créer ces nanotechnologies. Je me dis, est-ce que ces fourmis-là en fait sont des sortes de nanotechnologies qui servent un peu de caméra pour espionner les êtres humains? Parce qu'à un moment t'as une vague de fourmis qui passe sous une voiture, sous la voiture de Xue Chang, je sais pas si vous vous souvenez. Et je me demande justement si je pense que c'est ça, mais on en a pas vraiment reparlé en fait de ces fourmis-là. Est-ce que c'est eux? Et du coup ils sont là depuis très longtemps en fait. Ils sont implantés déjà depuis très très longtemps sur Terre. Voilà, je voulais faire un point sur les fourmis parce que ça n'a pas du tout été abordé, donc je ne sais pas si ce sera abordé dans la suite, mais en tout cas voilà. Et voilà, en règle générale, franchement, j'ai beaucoup aimé le drama. En plus, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que dans cette organisation de scientifiques un peu chelou, t'as vraiment trois branches. T'as les survivalistes, t'as les rédemptionnistes, et t'as le troisième que j'ai plus. t'as le troisième qui est les plus extrêmes, en fait, que j'ai plus le nom là. Avec le scientifique un peu fou là, qui veut tuer tout le monde. C'est ce branche-là qui fait, en fait, qui n'a pas du tout foi en l'humanité et qui veut que l'humanité meure et qui fait reposer l'avenir des êtres humains sur une tierce personne pour les changer. Ce que je trouve assez ironique et ce qui correspond un peu en fait à l'humanité. Parce qu'en fait, ce méchant-là, alors attendez, son personnage, il s'appelle Panhan, lui, c'est le chef un petit peu de ce groupe extrémiste. Et en gros, il dit que il n'y a pas d'avenir avec les êtres humains et qu'en fait, la seule solution pour réformer les êtres humains, c'est justement qu'en fait, les êtres humains ne peuvent pas se réformer eux-mêmes et ne peuvent pas s'améliorer eux-mêmes et qu'ils sont mauvais de manière inhérente et que du coup on pourra jamais vraiment progresser par nous-mêmes, on pourra jamais évoluer par nous-mêmes et devenir des bonnes personnes. Donc la seule solution pour évoluer et se réformer en fait, c'est de compter sur une puissance externe pour nous aider. Au lieu d'essayer de régler le problème par soi-même, on essaie de trouver d'autres moyens externes
pour justement se changer. Ça fait penser à un débat qui avait eu rien à voir, mais entre Jack Ma et Elon Musk, justement sur la question de la Terre. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. En gros, il y avait eu un sommet il y a quelques années avec Jack Ma et justement Elon Musk. Et il y avait le débat justement du futur de la Terre et justement du futur de l'humanité sur Terre et à l'extérieur. Et en gros, Elon Musk, lui, il était plutôt pour le fait de quitter la Terre. Il disait qu'en gros, il n'y aurait pas de futur sur la Terre et qu'au bout d'un moment, la Terre, il faudra l'abandonner. Et que justement, c'est pour ça qu'il voulait par l'avenir. Ce qu'il espère, c'est que les humains puissent coloniser d'autres planètes pour pouvoir vivre là-bas. Et de l'autre côté, tu avais Jack Ma qui disait, moi au contraire, je pense qu'au lieu justement d'essayer de trouver la réponse à l'extérieur, on ferait mieux justement de s'occuper déjà de notre Terre. Et on ferait mieux de mettre tout notre argent justement sur la Terre et préserver notre Terre plutôt que de mettre cet argent pour des explorations extraterrestres et essayer justement d'aller vivre sur d'autres planètes. Et c'est assez intéressant et c'est ce que tu retrouves un petit peu, je trouve, dans ce drama-là, la question finalement de est-ce que le problème il réside en nous et est-ce que le problème on peut le régler par nous-mêmes ou est-ce qu'on doit se reposer sur quelque chose d'autre pour régler le problème. Voilà, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à ce débat entre Jack Ma et Elon Musk très intéressant. Donc voilà, je vous le pose là. Vous pouvez taper sur internet, je pense que vous pourrez trouver. Il y a des vidéos qui existent dessus. Donc voilà, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, mais j'ai trouvé ça très ironique du coup par Hans qui nous dit en disant que les humains n'ont pas d'espoir et que la seule manière de sauver les humains, c'est de compter sur une autre puissance pour sauver les humains. C'est assez intéressant. Après, ça se défend et ça peut aussi se réfuter. Donc voilà. Franchement, drama très très bien. J'ai hâte de finir le livre. Du coup, comme ça, je vais vous faire un épisode plus complet. Je vais vous faire un épisode, vous inquiétez pas, sur le livre qui va sortir normalement le lendemain du moment où vous écoutez cet épisode-là. Je vais essayer de vous faire ça avec une partie sans spoilers pour ceux qui n'ont pas lu le livre, une partie un peu plus un peu plus in-depth, du coup un peu plus complète et avec spoilers sur le livre. Et j'ai vraiment hâte de voir quand est-ce qu'ils vont nous annoncer du coup Dark Forest, parce que Dark Forest, le tome 2, est réputé en fait pour être le meilleur des 3 livres qui existent. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite qu'ils vont nous faire. Bon, je pense que ça va prendre des années, je pense qu'on n'aura pas le drama avant 2025-2026 à mon avis, si on est honnête. Mais bon, espérons quand même que ça arrive bientôt. Du coup, c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. C'était ma version complète sur le drama Three Body Problem. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé? Vous l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas vu, est-ce qu'il est dans votre watchlist? Est-ce que vous avez lu le livre du coup? Et quelle version vous préférez, le livre ou le drama? N'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!